Le régime socialiste en France aujourd'hui est un régime de parasites, au sens précis du mot, c'est-à-dire qu'il est en train de siphonner toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la force, tout le courage français pour ses propres intérêts qu'on n'est même pas capable de définir d'ailleurs. Parce qu'une fois c'est la défense des droits LGBT, une fois c'est la promotion de l'avortement partout dans le monde, une fois c'est la spoliation fiscale pour tout le monde. Enfin c'est toujours la même chose. On détruit la France pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec la France. La France est un pays riche qui est assassiné par le socialisme. Aujourd'hui, vous avez 2 millions de personnes, de Français, qui vivent à l'étranger pour échapper au matraquage socialiste. La France meurt du socialisme, c'est une évidence. Et du socialisme, y compris le socialisme promu par des partis de droite, malheureusement. Notre opposition au communisme, c'est l'opposition à la révolution qui prétend faire en sorte qu'il n'y ait rien au-dessus de l'homme, que les majorités parlementaires puissent changer la nature de l'homme. Non, les majorités parlementaires n'ont pas ce pouvoir. Guillaume de Thiaulois, éditeur de presse et journaliste, s'oppose au communisme qui est contre la loi naturelle et contre nos consciences. Pour lui, le socialisme en France est un régime de parasites qui a assassiné la France, qui siphonne toute l'énergie, toute la force et tout le courage français. Bonjour Guillaume de Thiaulois. Bonjour Nîmes. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Oui, volontiers. Alors je suis pour l'essentiel éditeur de presse. Je dirige un certain nombre de journaux, de sites internet, et aussi des maisons d'édition de livres. Et puis j'ai 2 autres activités, une comme assistant parlementaire et une deuxième comme universitaire. Donc j'écris des livres, je fais des recherches. Voilà. Sur les questions de relations Église et État. Voilà. Et aujourd'hui, notre sujet est la Chine communiste et la France socialiste. D'accord. Et nous allons commencer par une actualité. Le 19 mars, l'ambassade de Chine à Paris insulte un chercheur français. Petite frappe et enfin, comment dire, il a dit hyène folle aussi. Parce que il a dénoncé les pressions du régime chinois pour un groupe de sénateurs, pour empêcher ce groupe de sénateurs se rendre à Taïwan. Et quelle est votre première réaction? Je trouve ça très étonnant comme discours diplomatique. C'est pas du tout l'usage de la diplomatie de traiter comme ça, mais a fortiori des gens qui ne sont rien dans le dialogue diplomatique. Ça a l'air d'être. Moi, je connaissais pas ce chercheur avant cette affaire, mais il m'a l'air d'être un des nombreux spécialistes de sciences politiques à s'intéresser à la Chine. Et donc, c'est très étrange que l'ambassade le traite de cette façon-là. Alors, il y a plusieurs questions dans ce message. La question, c'est est-ce que la Chine communiste est effectivement impérialiste ou pas? Ça, c'est un débat qui serait intéressant à avoir, en particulier pour Taïwan, puisque c'était ça qui était à l'origine, et pour Hong Kong. Et la question étant de savoir jusqu'à quel point ça fait partie de la Chine ou pas. Tout ça, c'est des questions qui sont pas si simples que ça à trancher. Mais clairement, on ne peut pas s'empêcher de penser, ne serait-ce qu'avec l'histoire que nous connaissons des régimes communistes, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une forme de surenchère idéologique et de surenchère d'agression idéologique qui n'est pas très rassurante pour la paix du monde. Et en face d'une diplomatie si agressive et offensive, quelle est la meilleure façon de riposter? C'est une très bonne question. La première chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans la main. Vous savez, on commence à avoir un peu d'expérience quand même du système communiste. Et en particulier, moi, je suis très frappé parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre l'Union soviétique et de l'époque de Staline et la Chine d'aujourd'hui. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les années 50, une bonne partie de l'intelligence française s'était mise au service du régime soviétique. Aujourd'hui, une bonne partie de
l'économie des leaders économiques en particulier, mais aussi des leaders politiques français se sont mis au service des intérêts chinois. Et la Chine n'est pas n'importe quelle puissance, c'est une puissance communiste. Et le communisme a, officiellement en tout cas, vocation à submerger le reste du monde. Et donc, d'une certaine façon, ils sont en guerre idéologique avec nous. Ça me paraît pas très prudent, en particulier, de dépendre financièrement très largement de la Chine. Ça me paraît une très mauvaise idée de laisser la Chine être notre usine. On l'a vu là, avec cette crise sanitaire. C'est pas la meilleure façon de gérer les relations internationales que de demander à la Chine de gérer notre stock de masques, par exemple. On a vu que ça marchait pas très bien. Donc, en tout cas, je pense que la meilleure façon d'avoir une indépendance et de peser pour la paix du monde, c'est d'être réellement indépendant. Et ça veut dire donc d'être capable de produire chez nous ce que nous avons à produire, nos produits de première nécessité. Ça veut dire d'avoir une diplomatie qui soit indépendante et des États-Unis et de la Chine. Ça veut dire, voilà, y a un certain nombre de prérequis qui ne sont pas pour l'instant remplis. Et le nouveau monde de Davos et CAFA ressemble beaucoup au modèle chinois. Oui. C'est-à-dire, c'est une alliance de idéologie communiste avec la finance. Avec la finance, avec la surveillance. De fait, pour moi, la chose la plus préoccupante, encore une fois, ça nous ramène 50 ans en arrière, mais la chose la plus préoccupante, c'est la fascination d'une bonne partie des élites occidentales aujourd'hui pour le modèle chinois, comme naguère pour le modèle soviétique. Je trouve pas du tout rassurant qu'on entende des grands éditorialistes français dire que c'est merveilleux, en Chine, ils arrivent à contrôler Internet, c'est pas la jungle, contrairement au cas français. Entre la prison et la jungle, personnellement, je préfère la jungle. Et ça ne veut pas dire que je suis un grand défenseur des zones de non-droit, hein, mais je trouve qu'il vaut beaucoup mieux que ce soit un peu l'anarchie sur Internet que d'avoir ce système de piquage généralisé dont manifestement une bonne partie des élites françaises et occidentales en général sont en train de rêver. Il y a en fait au fond de ce processus-là une espèce de rêve bizarre, utopique des élites dites progressistes dans le monde, et en Occident en particulier, qui est que tôt ou tard, le monde communiste et le monde capitaliste vont converger dans une paix sans fin et dans voilà, l'idée que les échanges entre nous vont faire en sorte que nous allons progressivement aller vers un système unique, un gouvernement mondial, etc. Et moi, je trouve ça très inquiétant comme futur. Je n'arrive pas à comprendre que des gens comme M. Macron, etc., rêvent du modèle chinois. Ça me paraît complètement surréaliste. Personnellement, je n'ai pas du tout envie de vivre dans un camp de concentration. Et en 2017, vous avez organisé un colloque pour 100 ans crimes, abominations communistes. Ouais. Donc déjà, je vous remercie beaucoup pour tous les Chinois qui sont encore sous ce régime et qui n'ont aucune liberté fondamentale. Et vous avez réclamé un procès contre le communisme, en fait, pour les 100 millions de morts pendant 100 ans. Ouais. C'est un procès... vous pouvez nous... Oui, moi je maintiens qu'il y a quand même un deux poids deux mesures qui est très inquiétant là aussi en Occident. On a eu les crimes national-socialistes, les crimes hitlériens, qui ont été tout à fait légitimement dénoncés. Il y a eu un procès, le procès de Nuremberg, qui a sérieusement étudié les responsabilités des uns et des autres, qui a condamné des responsables, y compris condamnés à mort. Hein. Et à côté de ça, vous avez des crimes communistes qui font l'objet d'une complaisance incroyable. Typiquement, moi, ce qui me choque le plus, c'est d'entendre, on a entendu ça avec François Hollande il n'y a pas très longtemps, on a entendu ça avec Lionel Jospin un peu plus tôt, on avait entendu ça avec François Mitterrand encore un peu plus tôt, tous ces grands dirigeants sociodémocrates qui nous disent « je suis très fier d'avoir des ministres communistes dans mon gouvernement », mais c'est monstrueux. Est-ce qu'on imagine qu'un gouvernement dise « je suis très heureux d'avoir un ministre hitlérien dans mon gouvernement ». C'est effrayant. Alors que si on rentre dans la comparaison, les crimes nazis, qui sont objectivement très, très graves et très condamnables, ça dure une dizaine d'années.
c'est de l'ordre de la dizaine de millions de morts. Les crimes communistes, ça dure 100 ans, ça n'est pas terminé. Il y a encore un milliard de personnes, un peu plus que ça, qui vivent sous la botte communiste encore aujourd'hui. Vous avez en France les partis communistes, les différentes tendances du communisme en France représentent encore 10-20% de l'électorat, c'est considérable. Et donc vous avez encore des gens qui assument d'être des grands défenseurs de cette idéologie absolument monstrueuse. Donc moi je suis très favorable à un procès du communisme à deux titres. Le premier, c'est que c'est un devoir que nous devons aux victimes. Ces victimes sont mortes dans l'indifférence, nous ne pouvons pas les laisser dans l'indifférence, nous avons un devoir de mémoire à leur égard, un devoir de justice à leur égard. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que politiquement, aujourd'hui, il n'est pas normal que des leaders, y compris en Occident, se réclament de cette idéologie absolument criminelle. Et donc, il devrait être aussi impossible de se réclamer du communisme qu'on se réclame. Aujourd'hui, on ne peut pas se réclamer de l'hitlérisme, mais c'est très bien comme ça. Il n'est pas normal qu'on puisse se réclamer du communisme. Voilà, je suis très favorable à ce qu'on mette enfin la lumière de la vérité et la lumière de la justice sur ces crimes. Encore une fois, c'est un devoir que nous devons aux victimes qui sont mortes par l'indifférence générale. Et c'est un devoir aussi que nous devons à nos prédécesseurs qui se sont battus et qui ont résisté victorieusement au communisme. Je pense par exemple à un homme comme Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a été honoré, objectivement, mais il a été aussi conspué d'une façon absolument abominable. On l'a traité de menteur, on l'a traité de valet de la CIA, on l'a traité de ceci ou cela. C'était simplement un Russe qui aimait son pays et qui détestait l'idéologie qui opprimait son pays. De la même façon, il y a aujourd'hui des Chinois qui aiment leur pays et qui détestent l'idéologie qui opprime leur pays. Je ne trouve pas normal qu'on en soit encore à les traiter de hyènes ou de je sais pas quoi, sous prétexte que aujourd'hui, une bonne partie de l'establishment occidental veut traiter avec le régime de Pékin. La justice passe avant les petits accommodements. Moi, je continue à avoir ce vieux mot latin qui me trotte dans la tête à chaque fois que je vois des persécutions contre d'autres personnes, y compris des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est Odie Miki Krastibi. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. Et si tu ne bouges pas pour me défendre, comment des gens se bougeront pour te défendre quand ça sera ton tour? Moi, je ne comprends pas que le monde reste les bras ballants devant des crimes. Tout le monde les voit, ces crimes. C'est pas du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des satellites espions pour savoir ce qui se passe en ce moment en Chine. Évidemment que je sais pas tout ce qui se passe en Chine, mais ces informations-là, elles sont pas confidentielles. Comment ça se fait que les pouvoirs occidentaux ne soient pas capables de dire, écoutez, tant que vous ferez ça, nous ne pourrons pas avoir un commerce fiable avec vous, nous ne vous faisons pas confiance, simplement. Vous êtes en ce moment, vous, les personnes qui nous parlez, vous êtes des tortionnaires, ou au moins vous êtes complices des tortionnaires, ça nous pose un problème de discuter avec vous, quoi. Voilà, pour moi, c'est aussi simple que ça me pose un vrai problème de discuter avec des tortionnaires. Et en France, beaucoup de gens pensent que le communisme est du passé. Oui, c'est ce qui n'est pas du tout le cas. Encore une fois, 1/5 de la population mondiale à peu près vit encore sous la botte communiste. C'est beaucoup. Même en France, encore une fois, en France, vous avez aujourd'hui encore la France insoumise, le Parti communiste, un certain nombre de partis trotskistes, vous avez la CGT, vous avez Force ouvrière, toutes ces grandes puissances. C'est pas du tout rien, juste pour fixer les idées. La CGT continue à contrôler un certain nombre de grands syndicats, chez EDF, à la SNCF, etc. Et c'est des syndicats qui ont des centaines de millions d'euros de budget annuel. C'est colossal. Ils ont une force de nuisance incroyable. Donc le communisme, non, ça n'est pas du passé. Oui, il faut continuer à s'y opposer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, en France, pour nous, disons, catholiques de droite ou catholiques contre-révolutionnaires, je ne sais pas comment vous appelez ça, évidemment que le premier ennemi qui saute aux yeux, c'est d'un côté le totalitarisme libertaire de M. Macron, l'idéologie LGBT, la culture de Nord et tout ça d'un côté, et de l'autre côté l'islamisme. C'est ça qui est le plus visible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le communisme est mort. Et le communisme continue à être un adversaire. Je crois qu'il faut continuer à dire pourquoi nous nous y opposions il y a 50 ans, il y a 100 ans, et pourquoi nous continuons à nous y opposer. C'est un système intrinsèquement pervers, avait dit le pape Pie XI. Quand Pie XI dit que c'est intrinsèquement pervers, c'est
pas simplement parce que c'est de l'athéisme d'État, évidemment que c'est très grave, hein, le fait de chasser Dieu de la sphère publique, c'est très grave, parce que c'est très attentatoire à des libertés fondamentales pour tout le monde, y compris les gens qui ne croient pas en Dieu. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec la loi sur le séparatisme. Hein, on veut forcer, par exemple, les écoles catholiques à enseigner l'idéologie LGBT. Mais c'est pas compatible. Il va falloir que je ne sais pas du tout comment les choses vont tourner. Je ne sais pas si la loi va être votée en l'état. Mais aujourd'hui, au nom des valeurs républicaines, on veut et parce que donc les valeurs républicaines comporteraient, paraît-il, la défense des principes LGBT. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais on ne pourrait plus s'opposer à l'avortement, au mariage homosexuel, etc. Moi, j'ai un ami qui est poursuivi en justice pour avoir publié un texte d'un cardinal, en l'occurrence le cardinal Ratzinger, qui n'est pas tout à fait un inconnu, c'est l'homme qui est devenu le pape Benoît XVI, qui disait « On ne peut pas dire que l'union d'un homme et de deux hommes soit un mariage ». Ça ne me choque pas du tout que les homosexuels veulent se marier, je suis contre, mais je comprends qu'ils veuillent. Mais qu'on veuille m'imposer de dire à mes enfants, ou qu'on veuille imposer aux églises, aux écoles catholiques, etc., de ne plus dire que nous avons des raisons sérieuses de s'opposer à ça, c'est exactement la continuation, c'est une mutation, si on peut dire, du communisme, parce qu'il y a le communisme archaïque, si vous voulez, le communisme de Mao, le communisme de Staline, le communisme de Mélenchon, ça c'est le communisme de jadis, et puis il y a le communisme d'aujourd'hui, qui est l'utilisation des minorités, comme on dit aujourd'hui, contre la loi naturelle, contre la conscience, contre nos libertés. Et voilà, pour moi, c'est un bloc. Il faut s'opposer à ce bloc de façon cohérente. C'est parce que nous croyons qu'il y a des choses qui nous dépassent. Nous croyons que l'homme ne se crée pas lui-même. Nous croyons que la loi, ça n'est pas simplement une question de rapport de force. Vous savez, moi je travaille régulièrement au Sénat, je suis assistant parlementaire au Sénat, et je me souviens, au moment de la Lotodira, le rapporteur socialiste de la Lotodira, très communiste, hein, l'homme a été sénateur socialiste, mais c'était un communiste dur, il avait été fondateur du syndicat de la magistrature, avait dit ceci que je trouve incroyable, et je trouve incroyable surtout que personne n'ait réagi. Il avait dit à un de mes amis philosophes, il n'y a pas de loi naturelle, la loi, c'est l'expression d'un rapport de force à un moment donné. Et il avait conclu, point final, c'est la conception marxiste de la loi. Mais je suis d'accord avec lui, c'est la conception marxiste de la loi, mais je suis en revanche pas du tout d'accord avec lui, et cette conception marxiste de la loi est une destruction de la conception de la loi. Parce qu'on ne peut pas avoir de respect de la loi si la loi n'est qu'une expression du rapport de force à un moment donné. Si c'est vrai, ça veut dire que Adolf Hitler avait raison d'assassiner les Juifs, parce qu'à ce moment-là, le rapport de force dans la société allemande, c'était que les Juifs étaient des sous-hommes. Moi, je suis désolé. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur l'humanité de mon prochain. Je ne peux pas décider demain matin que vous n'êtes pas une femme. Je ne peux pas décider demain matin que mon voisin n'est pas un homme. Qu'est-ce que c'est que ces façons ? Et inversement, je revendique le fait que personne ne puisse décider que je suis un sous-homme. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? C'est pas parce qu'un rapport de force dans un parlement décide qu'il faut considérer les Vendéens comme des animaux, les Juifs comme des sous-hommes ou les Ouïghours comme du gibier de camp de concentration, qu'on a le droit de les traiter comme des animaux. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui me dépasse, c'est que nous reconnaissons dans notre prochain quelqu'un qui partage notre humanité, et ce quelqu'un partageant notre humanité, notre conscience nous dit: tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Ce qu'on appelle la loi naturelle. Ça n'a rien de religieux. Nous l'enracinons, en fait. Nous croyons, nous l'enracinons dans le fait que c'est Dieu qui nous a donné cette loi naturelle, et que Dieu nous ayant créé, a mis dans notre conscience cette loi naturelle. Mais bien avant le christianisme, Antigone de Sophocle dit exactement ça. Tu peux, chef de la cité, tu peux, Créon, dire que je n'ai pas le droit d'enterrer mon frère, mais la loi naturelle en moi exige que je rende les derniers honneurs à mon frère tué, et donc tu peux penser ce que tu veux, je ferai mon devoir, ma conscience m'oblige. Et donc de la même façon, si demain matin le gouvernement français dit que j'ai le droit de considérer que les Juifs ne sont pas des hommes,
ma conscience m'obligera quand même à les considérer comme des hommes. Et si je suis collabo du régime nazi sur ces questions-là, eh ben, ma conscience continuera à me dire tu fais le mal, même si c'est sur ordre, même si c'est sous la contrainte, tu fais le mal quand même. Et donc, moi, encore une fois, pour moi, c'est un bloc. Il faut notre opposition au communisme, c'est l'opposition à la révolution qui prétend faire en sorte qu'il n'y ait rien au-dessus de l'homme, que les majorités parlementaires puissent changer la nature de l'homme. Non, les majorités parlementaires n'ont pas ce pouvoir. Tout à l'heure, vous avez parlé justement le communisme mute pour mieux infiltrer, pour mieux tromper. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'exemples de ces variantes? Alors, d'abord, le communisme a muté depuis le début. Hein. Le communisme de Lénine n'est pas le communisme de Marx, le communisme de Staline n'est pas le communisme de Lénine, etc. Évidemment, il y a une continuité très profonde. Encore une fois, cette continuité très profonde, c'est celle qui refuse qu'il y ait quelque chose d'au-dessus de la loi positive. Pour eux, dès qu'il y a un rapport de force favorable, on a le droit d'assassiner, on a le droit de torturer, etc. Encore une fois, moi je conteste ça, et toute l'humanité conteste ça. Encore une fois, c'est pas une question d'être croyant ou pas croyant. Donc il y a cette mutation, et dès le début, il y a eu une mutation très intéressante. Lénine organise en 1920, si ma mémoire est bonne, un congrès à Bakou, un congrès des peuples, il appelle ça. Et tout de suite, il utilise les luttes anticoloniales pour faire avancer le communisme. Donc, dès le début, les luttes anticoloniales sont infiltrées par le communisme. C'est ce qui nous est arrivé en Indochine, hein, face à nous, Français puis Américains, face à l'Occident. Vous aviez évidemment une lutte nationale, mais vous aviez aussi une lutte idéologique du communisme contre le monde libre. Et on a été battu par l'alliance des deux, mais fondamentalement par le communisme. Même chose en Algérie, le FLN était entièrement entre les mains des instructeurs soviétiques. Il y avait d'autres choses que le soviétisme. Il y avait de l'islam, il n'y avait pas que, il y avait de l'indépendance, de la fierté arabe, tout ce que vous voulez, et y compris des choses parfaitement légitimes. Encore une fois, moi je trouve tout à fait légitime que les Vietnamiens soient fiers de leur civilisation, de leur grande histoire, que les Arabes soient fiers d'être un grand peuple guerrier, etc., un peuple du désert. Moi je suis très admiratif des autres cultures, hein, donc je suis très, très content de la mienne, mais j'ai aucun problème pour apprécier la beauté dans les cultures des autres. Mais il n'empêche que ces cultures, y compris dans ce qu'elles avaient de légitime, ont été instrumentalisées par le communisme. Et donc, aujourd'hui encore, hein, la lutte des minorités, hein, typiquement ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme dans le débat universitaire français, c'est une instrumentalisation par l'extrême gauche de l'islam. Et d'ailleurs, inversement, hein, l'islam instrumentalise l'extrême gauche et l'extrême gauche instrumentalise l'islam. Comme dans le FLN, on ne savait pas très bien qui était la dupe de qui. On ne sait pas si c'était les soviétiques qui étaient au service du FLN ou le FLN qui était au service des soviétiques. Mais les deux sont vrais en même temps, en fait. Et donc, ça, c'est pour le droit des minorités. Et évidemment, ces minorités, c'est au sens large. C'est les minorités ethniques, hein, ce qu'on appelle les minorités visibles dans le débat public français. C'est aussi les minorités dites sexuelles. Hein, l'utilisation, par exemple, de la lutte des sexes. Le féminisme a été très fortement instrumentalisé par l'extrême gauche. Pas toujours l'extrême gauche stalinienne, hein, c'est souvent des mutations. Typiquement, ce qui s'est passé en 68, c'est que le stalinisme est devenu ringard, en quelque sorte. Et donc, c'est les trotskistes et les maoïstes qui ont pris la suite. Donc, aujourd'hui, vous avez des trotskistes et des maoïstes, des gens qui ont été formés par ces écoles-là, qui sont au pouvoir dans les médias, qui sont au pouvoir dans les grandes associations, qui sont au pouvoir dans les grands partis de gauche. Regardez le nombre de trotskistes qu'il y a, par exemple, au Parti socialiste, à la France insoumise. Regardez le nombre de trotskistes qu'il y a dans les grands syndicats de gauche. Regardez le nombre de maoïstes qu'il y a dans la presse, etc., etc. C'est des mutations, c'est-à-dire que évidemment ces gens-là ne défendraient plus Staline, peut-être même qu'ils défendraient plus Mao, mais ils ont été formés par cette idéologie complètement tordue. Ils sont encore persuadés que l'homme peut s'auto-créer et que donc on est en guerre pour faire l'homme nouveau. Et si ça entraîne la spoliation de la plus grande part, on s'en fout. Si ça entraîne le massacre de la plus grande part, on s'en fout. Je ne comprends pas qu'on viole la loi naturelle avec cette arrogance permanente. Et M. Macron est un archétype de ces gens qui piétinent la loi naturelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais quand il a été reçu par les évêques de France au Bernardin,
il a eu un discours extrêmement bizarre. Tout le discours était des clins d'œil aux catholiques. C'était pour restaurer le lien entre l'Église et l'État, etc., etc. Et donc, l'immense majorité des observateurs, y compris les évêques, ont dit, alors certains pour s'en plaindre, d'autres pour s'en féliciter, enfin une nouvelle étape dans les relations Église-État. Mais si vous lisez le texte de M. Macron avec attention, la fin est tout simplement glaçante. Il dit, vous pouvez raconter ce que vous voulez dans l'espace public, je trouve que c'est très bien, vous pouvez participer au débat, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'il y a une loi d'airain, c'est que votre conscience doit plier devant la loi de la République. Mais c'est juste monstrueux. Si ma conscience me fait reconnaître dans un embryon un être humain, je peux comprendre que certains disent qu'un embryon n'est pas un être humain. Mais si ma conscience me fait reconnaître dans un embryon un être humain, comment est-ce que je pourrais considérer que c'est légitime de le tuer ? C'est aussi simple que ça. Si ma conscience me fait reconnaître en vous un être humain, comment est-ce que la loi de la République pourrait m'imposer de vous tuer ? C'est juste hallucinant comme truc. Et que personne n'ait vu que cette façon de piétiner la loi naturelle était profondément totalitaire, profondément marxiste. Et c'est exactement ce que disait Jean-Pierre Michel, que j'ai cité tout à l'heure. C'est la conception marxiste de la loi. S'il y a un rapport de force, on a le droit de tuer les vieux, de tuer les jeunes, de tuer les juifs, les vendéens. Enfin, non, on n'a pas ce pouvoir-là, c'est pas vrai. Et donc, encore une fois, la loi, enfin, vous entendez la voix de votre conscience qui hurle quand vous entendez ce genre de choses. Et moi, ma conscience, elle hurle quand je vois des gens qui sont en camp de concentration pour leur foi, quand je vois des gens qui sont massacrés parce qu'ils ont tenu à leur petit lopin de terre, ils ont voulu défendre leurs femmes, leurs enfants. Moi, ma conscience, elle ne peut pas me laisser en paix en disant, en fait, on s'en fout, ça ne me concerne pas. Bien sûr que si, ça me concerne. C'est mon humanité qui est piétinée là-bas. Est-ce que, c'est-à-dire, la religion chrétienne est attaquée par l'idéologie communiste en France ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En fait, elle est attaquée par l'idéologie révolutionnaire, dont le marxisme est d'une certaine façon l'apogée. Le marxisme est la révolution la plus cohérente, ça va très loin, mais le marxisme est une étape de la révolution, c'est pas le tout de la révolution. Moi, je suis catholique et donc contre-révolutionnaire, parce que je ne crois pas qu'on puisse être simplement un être humain et attaché à l'humanité et défendre la révolution. Et évidemment, spécialement du point de vue de l'humanité, il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est le fait que nous appartenons à l'espèce humaine et que c'est pas nous qui avons constitué l'espèce humaine. C'est pas les révolutionnaires qui vont faire un homme nouveau. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est détruire l'homme ancien. Ça, ils y arrivent très bien d'ailleurs. Ils ont tué des dizaines de millions, des centaines de millions de morts. Parce que quand on dit 100 millions de morts, d'ailleurs, il faut peut-être s'entendre, 100 millions de morts, c'est l'estimation basse. En 1989 d'ailleurs, à la chute du mur de Berlin. Et ça a continué les morts. On continue à assassiner aujourd'hui au nom du communisme en Corée du Nord, au Vietnam, en Chine. Déjà à l'époque, 100 millions de morts, c'était une estimation basse. Aujourd'hui, on est plutôt à 120 qu'à 100. Mais peu importe, fermons la parenthèse. 100 millions, ça fixe les idées et c'est déjà gigantesque. D'ailleurs, en fait, ça fixe les idées pas tellement parce que c'est tellement des chiffres énormes que ça devient complètement abstrait. Vous savez ce que disait Staline, un mort, c'est une tragédie. 1 million de morts, c'est une statistique. Je ne sais plus si c'était 1 million, 10 millions, mais peu importe. Et 100 millions de morts, de fait, c'est une statistique. Mais il faut penser que 100 millions de morts, ça veut dire 100 millions d'êtres humains comme vous et moi, qui ont pris une balle dans la tête, qui sont morts de faim à cause de cette idéologie monstrueuse. Et évidemment, ça veut dire aussi 100 millions de familles détruites, ça veut dire aussi, parce que de proche en proche, toute la société a été touchée. Regardez la Russie. La Russie est sortie du communisme, Dieu merci pour elle, il y a presque 30 ans. Enfin, la Russie n'est pas sortie du communisme. Vous avez encore un poids significatif de l'appareil du KGB, enfin maintenant du FSB. Évidemment que les gens qui ont été formés par le KGB à la fin de l'Union soviétique ne sont pas forcément tous des communistes durs. Ça pouvait être, d'une certaine façon, comme a dit Vladimir Poutine, quelque chose comme l'ENA en France. C'est probablement pas entièrement faux. Enfin, il n'empêche que c'est pas tout à fait l'ENA en France. Je n'aime pas l'ENA, mais on peut pas comparer les deux. Le KGB, c'est la police politique qui est là pour vérifier que vous êtes dans la ligne du parti. C'est pas tout à fait la même chose que l'ENA. L'ENA a plein d'inconvénients par ailleurs. Enfin, l'ENA n'apprend pas à nos dirigeants à nous mettre une balle dans la tête si on n'est pas dans la ligne du parti. Mais je ne comprends pas cette
complaisance quand j'entends Solzhenitsyn dire on en sera vraiment sorti quand la charogne de Lénine ne sera plus sur la place rouge, ça me pose un vrai problème qu'aujourd'hui encore, je comprends le respect de l'histoire, on ne change pas tout, etc. Bien sûr que ça fait partie de notre histoire. Bien sûr que chez nous aussi, la Convention, l'assassinat du roi, le génocide des Vendéens, tout ça, ça fait partie de notre histoire. Mais si on n'est pas capable de dire c'était mal, si on n'est pas capable de regarder notre passé en face et de dire c'est un problème, alors il y a toutes sortes d'explications, des explications psychologiques, des explications sociologiques, tout ce que vous voulez, mais des explications biologiques aussi. Mais il n'empêche que malgré ça, il faut être capable de dire objectivement c'était mal. Et en France, le socialisme est au pouvoir. Ouais. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est exactement ce que je décrivais là, c'est que sous une forme beaucoup plus pacifique, évidemment, c'est pas insupportable d'être un dissident en France contre le régime de M. Macron. Évidemment, on n'est pas en camp de concentration. Tout ce qui nous arrive, c'est un peu de persécution judiciaire, un peu de persécution fiscale, un peu de. C'est pas non plus insupportable. Hein. On ne peut pas comparer notre situation à la situation des dissidents chinois, évidemment. Ce serait vraiment malhonnête et pour M. Macron et pour les dissidents chinois surtout d'ailleurs. Aujourd'hui encore, vous avez les socialistes qui sont au pouvoir et qu'on n'imagine même pas que c'est un énorme problème moral. C'est un problème économique majeur. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la fortune française, de la production de richesse française, est siphonnée par l'État. C'est un système soviétique hein, de ce point de vue-là. C'est hallucinant. Pour une inefficacité complète, hein, d'ailleurs, parce que l'État est d'une certaine façon gigantesque et d'une autre façon parfaitement inefficace. Vous avez vu avec la crise sanitaire, on n'est même pas capable de traiter 1000 ou 2000 cas de réanimation. On est devenu un pays sous-développé? Pas du tout, parce que nous n'avons pas les richesses, parce que le socialisme et la politique qui détruit... en fait, le socialisme, c'est exactement comme dans la vie biologique, les parasites. Ça se nourrit de la société qui existe avant lui, et ça détruit la société de l'intérieur, et ça meurt avec la société. On l'a vu en Russie, on le voit en Chine, et on le voit en France aujourd'hui. Le régime socialiste en France aujourd'hui est un régime de parasites, au sens précis du mot, c'est-à-dire qu'il est en train de siphonner toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la force, tout le courage français pour ses propres intérêts qu'on n'est même pas capable de définir d'ailleurs. Parce qu'une fois c'est la défense des droits LGBT, une fois c'est la promotion de l'avortement partout dans le monde, une fois c'est la spoliation fiscale pour tout le monde. Enfin, ça varie d'une année sur l'autre ou d'une décennie sur l'autre. Mais enfin, c'est toujours la même chose. On détruit la France pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec la France. Et qui n'ont rien à voir avec la justice. Mais donc c'est un énorme problème économique, évidemment, un énorme problème de production, mais c'est fondamentalement un énorme problème moral, parce qu'il est profondément injuste que l'État siphonne la vie sociale. L'État est au service de la société. Or, aujourd'hui, dans la France socialiste, la France est au service de l'État et pas l'inverse. Et c'est moralement extraordinairement grave. Et en plus, c'est contagieux, parce que la droite aujourd'hui, dans toutes ses dimensions, y compris le Rassemblement national, les LR, le Rassemblement, plus personne ou plus grand monde n'est capable de penser une société qui vivrait en face de l'État en quelque sorte. Pour moi, il y a un problème, non pas principalement économique ou de production de richesse ou sociale, il y a un problème moral très grave dans le fait que la France soit socialiste. La France socialiste considère que la société et toutes les personnes humaines sont au service de l'État, de la technostructure, ce qui est exactement l'inverse. C'est une inversion radicale de la vision normale de la société. Et donc pour moi, c'est l'État et l'administration qui sont au service de la société, pas l'inverse. Et je suis très inquiet de voir, très inquiet, très préoccupé. Moi, mon combat, il est entre autres là. Hein, mon combat, c'est un combat pour le bien commun. Il faut que nous retrouvions le fait que l'idée que nous sommes une collectivité qui existe depuis un longtemps, des siècles et des siècles, et qui veut se projeter dans l'avenir, donc que nous ayons une logique de collectivité, de bien commun, nous avons une finalité commune de société française. Et ça, c'est le premier élément, en groupe. Et par ailleurs, en bas, la logique de subsidiarité, c'est de faire en sorte que l'État
reviennent à des choses qui sont les seules choses, les choses qu'il est seul à pouvoir faire. L'école, nous le faisons mieux que l'État. L'entreprise, nous le faisons mieux que l'État. L'économie, nous le faisons mieux que l'État, etc., etc. La subsidiarité, même la gestion des communes, nous le faisons mieux que l'État. Et donc, moi, je suis très favorable à ce que nous revenions à des choses élémentaires, bien communs. Ensemble, nous nous projetons dans l'avenir. Nous regardons notre passé, nous sommes contents de notre passé, nous sommes fiers de notre passé, y compris nous sommes capables d'assumer les choses douloureuses de notre passé, les choses monstrueuses de notre passé, mais nous avons un regard de justice et de vérité là-dessus, et un regard de fierté légitime, de piété filiale, comme on dit, de respect de nos ancêtres et de la culture que nous ont transmise. Ça, c'est le bien commun. Et à côté du bien commun, de l'autre côté de la hiérarchie sociale, le principe de subsidiarité, tout ce que la personne peut faire seule, la personne doit faire seule. Tout ce que la famille peut faire seule, la famille doit le faire seule. Tout ce que les familles ensemble peuvent faire seule, elles doivent le faire ensemble, etc., etc. Tout ce que la commune peut faire seule, elle doit le faire seule. Le principe de subsidiarité, hein, c'est cette idée très basique, mais qui a été complètement oubliée depuis 200 ans dans la science politique moderne. C'est l'idée que les décisions doivent être prises au plus près de ceux qu'elles concernent. Et donc, je suis contre le fédéralisme européen pour ça. Je suis contre l'étatisme pour ça. Je suis contre, etc. Mais donc, évidemment, je suis contre parce que je suis pour. Je suis pour que les personnes soient libres et responsables. Je suis pour que les familles soient libres et responsables. Je suis pour que les regroupements de familles soient libres et responsables, que les associations soient libres et responsables, que les communes soient libres et responsables, etc., etc. Et donc, on a un énorme travail pour redonner une science politique naturelle, en quelque sorte, saine, humaine à la France. Et donc, pour ça, ça suppose de chasser le socialisme. Et d'après vous, quelle est la racine de la pauvreté de la France aujourd'hui? C'est le socialisme, il n'y a aucune hésitation là-dessus. La France est un pays riche qui est assassiné par le socialisme. Ça, pour le coup, il n'y a vraiment aucune hésitation là-dessus. Quand vous voyez que la France, qui est un pays riche, n'est plus capable de produire des masques pour une crise sanitaire, vous vous pincez. Et évidemment, ce que je dis pour la France, la France est un pays qui n'a jamais eu d'émigration dans toute son histoire. La France est un pays qui a toujours nourri sa population. Aujourd'hui, vous avez 2 millions de personnes, de Français, qui vivent à l'étranger pour échapper au matraquage socialiste. Et par ailleurs, la France n'a jamais été non plus un grand pays d'immigration. Aujourd'hui, vous avez à peu près 10 millions de personnes qui, il y a 50 ans, n'étaient pas présentes sur le sol français. Entre 5 et 10, on ne sait pas très bien d'ailleurs, on n'a pas le droit de la chercher. Mais là aussi, c'est hallucinant. C'est le socialisme qui a fait venir ça pour avoir un prolétariat de substitution, en quelque sorte. C'est toujours la mutation du marxisme. C'est puisque les ouvriers commençaient à se tourner vers typiquement le Rassemblement national, le Parti socialiste a encouragé à l'importation de nouveaux bataillons électoraux. Mais clairement, pour répondre à votre question, la France meurt du socialisme, c'est une évidence. Et du socialisme, y compris le socialisme promu par des partis de droite, malheureusement. Et comment pour sauver l'économie française? Quel est le remède? Le remède, c'est de revenir encore une fois à ce qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est que l'État soit au service de la société, donc au service des entreprises. Typiquement, regardez une chose simple. Aujourd'hui, en France, on dépense à peu près 100 milliards d'euros pour aider les entreprises. C'est délirant. Moi, je préférerais largement que l'État n'aide pas les entreprises et qu'on supprime 100 milliards de charges sur les entreprises. Instantanément, vous créez, mais c'est pas des dizaines, c'est des milliers, peut-être des millions d'emplois, parce que une petite société comme la mienne, dès l'instant que vous retirez 100 milliards de charges, alors je sais pas combien ça ferait pour moi, mais instantanément, ça devient intéressant pour moi d'embaucher. Et si c'était intéressant pour moi d'embaucher, il va de soi que j'embaucherais. Je serais ravi de me développer si je pouvais. Et ça vaut pour des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de petites entreprises. Aujourd'hui, les aides aux entreprises, donc ces 100 milliards dont je parlais, ces aides servent à aider les grandes sociétés du CAC 40 à délocaliser en Chine, justement. C'est complètement délirant. Enfin, ça n'a aucun sens. On paye
les grandes sociétés qui ont les moyens d'avoir des gens qui vont chercher ce genre de subventions, on les paye à dégraisser en France pour employer des esclaves en Chine. On marche sur la tête. Donc, typiquement, revenons à la subsidiarité élémentaire. Laissons les entreprises. C'est exactement blanc pour l'État. Vous supprimez 100 milliards de charges, vous supprimez 100 milliards de subventions et vous supprimez 100 milliards de charges. 100 milliards en plus, 100 milliards en moins. Point. Instantanément, vous créez des dizaines de milliers d'emplois. Ça vaut pour tout. Les associations. Aujourd'hui, en France, on dépense au minimum 50 milliards d'euros par an pour les associations. Là aussi, c'est stupéfiant. De subventions, je précise. Vous supprimez ces subventions et vous dites toute association qui sert l'intérêt général, qui sert autre chose que les gens qui sont autour de la table du bureau du conseil d'administration de l'association, toute association a le droit à la déduction fiscale. C'est-à-dire que quand vous mettez 100 euros dans cette association, vous n'en mettez en fait que 33, aujourd'hui c'est 66%, je crois, la déduction fiscale. Instantanément, vous augmentez le don et la capacité des associations à investir dans le bien commun, et vous rendez les associations plus performantes, etc., etc. Même chose pour les écoles. Pour les écoles, tout le monde voit que l'éducation nationale, ça ne marche pas. On dépense 100 milliards d'euros par an pour l'éducation, en gros, pour l'éducation nationale. Mais laissez les choses à l'envers. Vous prenez les 100 milliards, vous divisez par le nombre d'élèves, et vous dites un élève, ça coûte tant. Et donc, au lieu de donner au ministère, vous donnez aux parents pour qu'ils scolarisent leur enfant. Où ils veulent. Chez eux, dans une école hors contrat, dans une école sous contrat, dans l'établissement public, comme ils veulent. Mais vous baissez le coût d'instruction, vous augmentez le niveau d'instruction, c'est évident. Parce que dès l'instant que vous mettez un peu de saine émulation dans le système scolaire, le chèque scolaire, c'est très facile à mettre en place. Alors j'entends d'ici tous les syndicats communistes qui vont dire « attendez, l'égalité, ceci, cela ». Ouais, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'égalité quand c'est la nomenclatura qui tire le plus gros bénéfice de cet État complètement sclérosé. Et ça vaut pour le chèque culture. C'est pas normal qu'on paye des millions d'euros à des artistes complètement dégénérés qui nous font des espèces d'œuvres d'art, entre guillemets, qui sont en fait juste des déjections, des bidets ou des excréments. Enfin, moi, si on me disait vous pouvez investir comme vous voulez dans l'art, c'est défiscalisé à 75%, je serais ravi d'aider un jeune artiste qui a fait un beau paysage qui me fait plaisir à regarder, donc de donner 3 000 euros pour aider ce jeune artiste à se lancer. Je pourrais devenir mécène, j'ai pas du tout les moyens d'être un grand mécène comme Monsieur Arnaud ou Monsieur Pinault, mais je serais très, très partant pour aider des jeunes artistes si je pouvais. Mais encore une fois, laissons les gens, moi ça m'enquiquine prodigieusement qu'on prenne mes impôts pour soutenir des artistes, c'est pas des artistes, c'est des tordus. Et quand je parle de déjection, ça c'est juste sordide. Enfin, vous avez en plus des types qui sont complètement tordus, qui représentent des fœtus d'êtres humains, des choses comme ça, qui humilient le corps humain de façon scandaleuse, ou qui insultent la religion, etc. Bon, ça me pose un problème que mes impôts servent à ça, etc., etc. Donc revenons au principe de subsidiarité et instantanément, beaucoup de choses ça va pas se faire en un jour, hein, évidemment, mais laissons l'énergie irriguer la société et vous allez voir, ça va être prodigieux. Parce qu'il y a une énergie colossale, il y a un désir d'entreprendre colossal, il y a des moyens colossaux. Simplement, ils sont paralysés par cette espèce de parasite au milieu de la société qui siphonne toute l'énergie, toute la fiscalité, etc., toute la fortune, toute la richesse créée pour son propre intérêt. Mmh. Voilà. Les États-Unis aujourd'hui s'orientent vers une gauche radicale, vers le socialisme et le communisme, ce qui est inquiétant. Et de plus, il y a la culture, cancel culture, qui punit toutes les personnes qui ont des idées différentes. Oui. Et quelle est la situation en France? Alors, la cancel culture arrive en France très vite dans les universités. On le sent très bien, il y a une très forte pression dans les universités, dans les médias, hein, dans la sphère intellectuelle ou culturelle, si vous voulez. Vous sentez une très forte pression de cette culture, qui est en fait une culture de police politique. Hein. Vous dites, un tel, il faut le rayer de la carte parce que c'est un dissident, parce qu'il est homophobe, xénophobe, islamophobe, je sais pas quoi. Évidemment, vous aurez d'ailleurs noté que c'est des phobies, c'est-à-dire quelque chose de psychiatrique. Hein. On revient encore une fois à l'Union soviétique où les dissidents
sont pas des adversaires politiques. Ce sont des fous. Ce sont des fous, donc on les traite en hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que au fond des fonds, c'est toujours cette idée rousseauiste que il n'y a pas comme la loi est l'expression de la volonté générale, et que la volonté générale, c'est l'expression de toutes les volontés particulières, si je ne veux pas comme la volonté générale, c'est que je ne veux pas ma volonté particulière, c'est-à-dire que je suis fou. Et donc, si moi, je ne suis pas un enthousiaste de l'idéologie LGBT, ça veut dire que je suis fou. Si je ne suis pas un enthousiaste de l'avortement à tous les étages, ça veut dire que je suis fou, etc. etc. Ou un enthousiaste des socialistes, ça veut dire que je suis fou. Et donc, c'est pour ça c'est des phobies. Les mots veulent dire quelque chose, hein. Mais voilà, on a un grave souci avec cette cancel culture qui arrive. Et évidemment, j'espère que les États-Unis vont résister à la pression de la gauche radicale, qui va être très forte, hein. On sent très bien que derrière Biden lui-même, il serait probablement pas un énorme problème. On peut discuter évidemment de telle ou telle politique économique. Mais Biden me fait plutôt l'impression d'être un type civilisé. Mais derrière, on sent qu'il y a des lobbies puissants, puissamment armés, puissamment financés, qui sont des vrais dingues, hein. Les gens qui ont encouragé les émeutes de Black Lives Matter, c'est pas des gens qui défendent les Noirs, hein, c'est pas vrai. C'est des gens qui veulent des émeutes raciales, hein, et c'est tout à fait autre chose, et c'est tout à fait dangereux. Et effectivement, si les États-Unis tombent, je suis très inquiet, parce que les États-Unis restent le chef du monde libre, hein, la grande nation du monde libre. Si les États-Unis tombent, c'est inquiétant pour le reste de l'Occident et c'est inquiétant pour le reste du monde parce qu'il n'y aura plus personne pour dire à la Chine « ça, vous pouvez pas faire ». Et on a besoin que les États-Unis ne basculent pas dans le communisme, fût-ce le communisme mutant de la cancel culture ou du lobby LGBT ou je sais pas quoi, des émeutes interraciales, etc. J'ai remarqué en fait en France, la plupart des conservateurs ont été collés d'une étiquette extrême droite. Or, ils défendent le pays, la foi et la tradition. Et comment on peut s'échapper de cette culture de suppression? Écoutez, là aussi, ça remonte à la Révolution. Dès le début, les forces de progrès, entre guillemets, donc la gauche, c'est pas la droite qui se définit comme droite. La droite a été définie comme droite par la gauche. C'est ça qu'il faut toujours comprendre. C'est d'une certaine façon, moi, j'ai pas de mal à me dire de droite, évidemment, mais si nous sommes de droite, c'est parce que la gauche nous a mis dans le camp des perdants, dans le camp de ceux qui résistent au sens de l'histoire, etc. Moi, je ne crois pas au sens de l'histoire. Je pense que ce sont les hommes et Dieu qui font l'histoire, et donc je ne crois pas du tout à cette mythologie révolutionnaire et marxiste. Pour moi, c'est complètement délirant. Et d'ailleurs, s'il y avait un sens de l'histoire, l'Union soviétique ne serait pas tombée, elle est tombée. Et par ailleurs, s'il y avait un sens de l'histoire, Lénine n'aurait jamais pris le pouvoir en 1917 parce que le sens de l'histoire ne lui était pas favorable à ce moment-là. Fin de la parenthèse. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ces étiquettes. La droite. En fait, le problème, c'est que la droite n'a toujours pas compris, et c'est inquiétant après 200 ans, la droite n'a toujours pas compris qu'elle ne devient fréquentable pour la gauche qu'à la condition d'apporter sur un plateau la tête de quelqu'un de plus à droite qu'elle. C'est-à-dire que concrètement, je pourrais être présentable si je disais je n'ai rien à voir avec Marine Le Pen, ou mon voisin pourrait être présentable s'il disait je n'ai rien à voir avec Guillaume de Thollois. Etc. Moi, il y a des choses de Marine Le Pen avec lesquelles je suis pas d'accord, et là aussi je l'ai dit publiquement, ça me pose pas de problème d'avoir des divergences politiques, intellectuelles, etc. Mais jamais on me fera hurler avec les loups en disant le fascisme est à nos portes parce que Marine Le Pen est à 25%. C'est pas que je m'en fous. C'est que pour moi, elle dit un certain nombre de choses qui sont vraies. Et si ça pose un problème qu'elle soit à 25%, il suffit que les autres qui ne sont pas d'accord écoutent les questions qu'elle porte et en tiennent compte. Typiquement, dans les questions qu'elle porte et qui sont évidemment des préoccupations prioritaires des Français, il y a la question de l'immigration. Si elle est à 25%, c'est parce que les autres partis lui ont laissé le monopole, entre guillemets, des questions de l'immigration. Écoutez, pour moi, c'est de leur responsabilité et pas de la responsabilité de Marine Le Pen. Donc, voilà. Et en tout cas, je suis profondément allergique à cette idée manichéenne qui consiste à dire, pour être fréquentable, vous devez dire que vous n'avez rien à voir avec le voisin. Et ben moi, je suis désolé, je ne joue pas à ce jeu-là. C'est pas moi qui vais dire à quelles conditions je suis fréquentable. Et c'est pas à mes adversaires politiques de m'imposer à quelles conditions j'ai le droit de parler.
voilà, ils peuvent m'interdire de parler, hein, ça, ils ont les moyens de coercition pour le faire. Mais qu'ils assument le fait qu'ils m'interdisent de parler parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Pas parce que je refuse de condamner un tel ou un tel. Et aux États-Unis, vous êtes journaliste. Oui. Aux États-Unis, les médias de grand public sont devenus les médias de gauche. C'est-à-dire, ils ne représentent plus l'opinion publique. Il devient une menace pour le système démocratique. Oui. Quelle est la situation en France? En France, c'est pire. C'est largement pire pour une raison très simple, c'est que les médias sont tous soit des médias d'État, soit des médias, je veux dire les grands médias, hein, sont tous soit de l'État, soit dépendants des grandes sociétés qui vivent de l'État, qui vivent de la commande publique essentiellement. Pour l'écrasante majorité d'entre eux, il y a quelques exceptions, mais l'écrasante majorité sont dans ce cas-là. Et donc, ça veut dire que l'appareil d'État et le gros argent, si vous voulez, sont réunis pour tenir l'appareil médiatique. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus la moindre diversité intellectuelle dans les médias. Et c'est au point que, pour moi, cette réalité existait déjà, hein, mais pour moi, l'emblème de cette réalité, c'est quand vous avez vu le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, hebdomadaire de gauche, qui est devenu le directeur, sans transition, directeur de la publication du Figaro, quotidien de droite. Sans aucune transition, vous pouvez passer de l'un à l'autre. À partir de ce moment-là, vous savez que la question pour être directeur de presse n'est plus que vous pensez, à quel point vous correspondez ou pas à votre lectorat. La question, c'est est-ce que vous êtes un bon gestionnaire de ce monopole médiatique. Et donc la réalité, c'est que la situation française est pire. Alors, on a un petit espoir avec l'arrivée du groupe Bolloré, qui est puissamment financé, hein, qui a beaucoup de moyens financiers, et qui manifestement a l'intention de ruer un peu dans les brancards. Hein. On voit très bien avec CNews, ça change un peu le ton médiatique. Je ne sais pas comment ça va tourner. Est-ce qu'on va lui couper la parole? Est-ce qu'on va l'amadouer pour en faire un homme du système? J'en sais rien. Attendons de voir. Est-ce que c'est-à-dire, du coup, idéologie de gauche, idéologie marxiste ou communiste, quand même, a bien affecté la vie quotidienne des Français? Absolument, absolument. Aujourd'hui, l'immense majorité des grands médias sont culturellement de gauche. Juste pour fixer les idées, à chaque fois qu'on a fait des sondages sur les salles de presse, en gros, entre 80 et 95% des journalistes votent à gauche. Et quand je dis à gauche, c'est y compris jusqu'aux trotskistes, y compris jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, etc. C'est pas de centre-gauche, hein. C'est gauche y compris radical. Donc ouais, c'est très inquiétant. Il n'y a pas de diversité médiatique en France. Sauf les petits médias comme les miens. Évidemment que vous avez plein de petits sites, petits, on commence à peser un peu. Enfin, on est insignifiant par rapport au Monde, à TF1, à France 2, etc. On peut dire que c'est la chute. Comment? On peut dire que c'est la chute des médias. Oui, absolument. D'ailleurs, ils sont en train de mourir. Le modèle économique médiatique est mort sur pied. Ils sont en train de mourir. Et entre nous, c'est une très bonne chose. D'accord. Et d'après vous, où se trouve l'espoir pour les gens Là encore, l'espoir, c'est toujours la même chose. Il n'est pas sain que les journaux vivent d'autre chose que de leurs lecteurs. Moi, je n'ai pas du tout les moyens du monde, etc. Mais tout ce que j'ai, c'est mes lecteurs qui me le donnent. Et donc, si demain matin, je ne plais plus à mes lecteurs arrêtent de me financer et fin de la partie, mon média est mort. Je trouve que ça serait normal que TF1, que France 2 soient dans le même cas, parce que comme ça les forcerait. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une presse d'extrême gauche, une presse de gauche, tout ça. Mais laisser la place aux gens de droite pour avoir une presse de droite, laisser la place aux gens d'extrême droite pour avoir une presse d'extrême droite, en quoi ça dérange le débat public d'avoir plusieurs plusieurs sons de cloche dans le débat? Au contraire, il n'y a que comme ça qu'on commencera à affronter enfin les problèmes. Et l'élection américaine fait apparaître l'État profond, le système corrompu et le GAFA. Oui. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une force du bien est en train de s'unir pour lutter contre?
Alors, c'est une force qui lutte contre les GAFA. Malheureusement, on sent que ça commence à réagir. On sent qu'il y a des, par exemple, en Europe de l'Est, vous avez des États qui commencent à réagir, à poser des lois. Il y a l'Australie qui a fait quelque chose de très intéressant avec Google et Facebook. Donc, les États ne sont pas démunis, mais pour l'instant, le rapport de force est très défavorable à la résistance par rapport à l'État profond et au camp du bien, entre guillemets, de la gauche bien pensante. Il n'empêche qu'évidemment, on a les moyens de réagir. On n'est pas du tout obligé de dépendre de Twitter, de Facebook, etc. Si demain matin, une partie significative des lecteurs disent « écoutez, nous, Facebook ne nous permet plus de nous exprimer, on s'en va », eh ben, ça va avoir des conséquences, hein, y compris financières sur Facebook. Donc voilà, moi ce que j'espère, c'est que les lecteurs commenceront un jour à comprendre que c'est leur argent qui fait vivre ces gens qui les oppriment par ailleurs. Et donc voilà, on n'est pas du tout obligé de financer l'État profond. On peut très bien refuser. Et le 22 mars, l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre et aussi le Canada, en tout, il y a 30 pays ont sanctionné Pékin pour atteindre aux droits de l'homme à Xinjiang envers les Ouïghours. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, moi, je suis très favorable à ce que les États occidentaux disent non, ça n'est pas possible. On ne peut pas parquer les êtres humains dans des camps de concentration. Ça n'est pas possible. Un être humain, ça a une dignité propre. Et vous pouvez contester l'irrédentisme ouïghour, comme nous avons contesté, par exemple, le nationalisme corse, etc. Il y a des raisons sérieuses pour les États de refuser les dissidences. Mais c'est une chose de lutter pour le bien du pays. C'en est une autre de traiter les adversaires politiques comme des chiens. Donc, moi, je suis très favorable à ce que les États occidentaux disent à la Chine il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et sans dans le film, il est temps de mettre fin au communisme. Absolument. 100 ans, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est toujours la même chose. Il faut arrêter de donner aux communistes la corde qui nous pendra, comme disait Lénine à l'envers. Nous ne sommes pas obligés de nous vendre à la Chine. Nous ne sommes pas obligés de laisser la Chine importer ses techniques numériques chez nous. Nous ne sommes pas obligés de laisser la Chine pratiquer l'espionnage numérique dans nos entreprises. Nous ne sommes pas obligés, etc., etc. Et nous avons parfaitement le droit de dire si la Chine s'approche à plus de 50 km des côtes de Taïwan, c'est une déclaration de guerre et pour nous, ça aura des conséquences. Nous ne laisserons pas faire. Voilà. Moi, je crois, je reste un grand partisan de la réelle politique. On ne gagnera contre cette idéologie qu'à la condition de dire ça n'est pas possible. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez opprimer votre population, d'accord. Mais ne comptez pas sur nous pour bénir votre opération. Nous vous considérerons comme des ennemis tant que vous traiterez votre population en ennemi. Voilà. Et c'est ce qui a marché avec Reagan et les dissidents, hein, avec Jean-Paul II, Solzhenitsyn et d'autres. Hein, mais entre autres Reagan qui a dit ça maintenant c'est non. Nous vaincrons le communisme parce que c'est le mal. Et nous ne pouvons pas traiter avec le mal. Voilà. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les personnes qui cherchent l'espoir? Pour moi, l'espoir, c'est que rien n'est écrit. L'histoire, elle est faite par Dieu, par les hommes. Et, nous avons fait tomber le communisme en Russie, nous pouvons faire tomber le communisme en Chine, nous pouvons faire tomber le communisme au Vietnam. Et nous serons heureux de rediscuter avec ces grandes civilisations, comme nous sommes heureux de discuter avec la grande civilisation russe maintenant. Nous serons heureux de les voir revenir dans le concert des nations civilisées dès que ce sera possible, c'est-à-dire dès qu'elles se seront libérées du communisme. Et évidemment, je pense qu'il faut qu'elles puissent compter sur notre prière, sur notre soutien actif, sur notre soutien moral, sur notre soutien politique. Nous sommes du côté des anticommunistes contre les communistes. Okay. Merci beaucoup, Guillaume. C'est moi qui vous remercie.